Notre invité du jour est Jean-Pierre Dickès. Bonsoir Jean-Pierre Dickès. Bonsoir aux téléspectateurs de TV Liberté. Alors, je suis très content de retrouver. Pour la deuxième fois, vous étiez venu la fois précédente pour la réédition de votre livre qui était l'ultime transgression. C'est ça, c'était une réédition déjà. Vous êtes médecin, vous êtes président d'une association humanitaire catholique, Rosa Mystica. Non, c'est l'association catholique des infirmières et des médecins qui a comme, entre autres, comme activité, une activité missionnaire extrêmement développée qui s'appelle Rosa Mystica et qui se traduit par la présence de trois dispensaires aux Philippines. Oui. D'accord. Alors aujourd'hui, vous nous présentez votre dernier livre qui est la fin de l'espèce humaine. Donc c'est le troisième ouvrage en quelque sorte d'une trilogie. Exactement. Oui. Notamment, et vous y abordez notamment la question du transhumanisme. Pour commencer cette interview, on avait déjà posé cette question la dernière fois, mais c'est important de le replacer. Qu'est-ce que le transhumanisme ? Alors, il faut voir une chose, d'abord c'est que le transhumanisme a ouvert une université qui s'appelle Singularity University à Silicon Valley, et elle a annoncé qu'elle en ouvrait une à Paris, donc dans les jours qui viennent. Alors, singularité, c'est le moment pour les transhumanistes où la machine informatique sera devenue plus intelligente que l'homme lui-même. Alors, que va-t-il se passer? Et c'est cela que les transhumanistes sont en train de, non pas de monnayer, mais de discuter et de réfléchir. Mais le transhumanisme, qu'est-ce que c'est? Pour la plupart des gens, c'est une émanation de puissance financière ou quelque chose comme ça. Ça n'est pas ça. Il ne faut pas s'y tromper. C'est une idéologie. Et personne ne s'en rend compte. C'est une idéologie qui se cache sous des bons prétextes qui sont on va améliorer la santé des gens, on va même les amener à l'immortalité. Alors, cher monsieur, si on vous dit vous n'allez plus avoir aucune maladie, vous allez être content. Et puis on va vous rajouter 10 années de vie ou 20 années de vie, vous allez être content. Bon, peut-être que vous serez aussi content qu'on vous dise que vous allez vivre éternellement. Ça, c'est certain. C'est une idéologie, parce que, puisque nous sommes en période de Noël, il s'agit en réalité, alors que Noël, c'est Dieu fait homme, il s'agit simplement que l'homme soit fait Dieu. C'est ça le fond du problème. Par la science. Et Dieu étant le créateur de l'homme, il appartient aux transhumanistes de créer un homme nouveau. Comme dans toutes les idéologies, si vous créez Pol Pot ou Staline, vous les créez, c'était l'homme générique de Marx, toutes les idéologies voulaient créer un homme nouveau, y compris le docteur Guillotin et le docteur Marat, qui voyaient appeler de leur vœu une nouvelle humanité. Il s'agit donc bien de créer une nouvelle humanité dont les transhumanismes limiteront les concours. Bon. Les contours, pardon. Alors, si je peux continuer sur là. Mon premier ouvrage, ça s'appelait L'homme artificiel. Tout y était, il était de 2006. Ça représentait, sur la couverture, il y avait été représenté un humanoïde, de loin, comme ça. Qu'était cet humanoïde? Et je donnais la réponse, on m'a demandé si j'étais fou ou quoi. Cet humanoïde, ça pouvait être deux choses. Ça pouvait être un homme dont on avait remplacé le cerveau par un ordinateur. Et ça pouvait être aussi un robot dont on avait remplacé le cerveau par de la viande, par des neurones, par un véritable cerveau humain. Tout est là. Voilà la perspective, je l'ai donnée en 2006. Alors, après, bien sûr, vous allez me demander, mais comment ça peut se faire? Quels sont les moyens? Sauf si vous aviez une autre question à me poser. Non, allez-y, après Marcel aura une question. Il faut comprendre, volontiers, oui. Il faut comprendre que pour faire une humanité nouvelle, il est indispensable de la couper à la fois de son passé et de son futur. Tout ce qui se passe, la liquidation des humanités, du latin, de l'histoire, mais la disparition des traditions populaires, la disparition de l'artisanat, tout ça, ça entre dans le même schéma. L'idée est que nous n'avons
plus besoin du passé et nous n'avons plus besoin du futur. Alors Jean-Pierre Dickès. Et le futur et le passé n'ont pas besoin de nous. Je vous pose une question. Oui, je vous en prie. Vous parlez de biologie dévoyée dans cette notion aujourd'hui qui n'est plus une fiction, qui est des grossesses ex-utéro. Elles seront demain. Ectogénèse, oui. Ectogénèse, qu'on appelle l'ectogénèse. Vous dites que c'est un danger, mais vous n'êtes pas le seul à le dire. Il y a de très nombreux scientifiques qui multiplient les objections sur cette avancée entre guillemets, de la science. Oui, pour une raison fort simple, c'est que c'est pas le tout de mettre au point un homme ex-utéro, il faut qu'il soit en bonne santé. Et c'est ça, actuellement, auquel les scientifiques se heurtent, c'est que les conditions du développement de l'ectogénèse sont tellement difficiles qu'on n'est pas sûr que les enfants qui seront nés par ectogénèse ne seront pas des attardés mentaux. Et ça, évidemment, il n'y a aucun savant qui, pour l'instant, ose prendre ce risque. Il y a aussi beaucoup d'objections morales que les scientifiques intègrent aussi. Tout à fait, mais oui, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Et vous pensez que c'est un véritable danger, cette ectogénèse? Ah bah c'est évident, oui, c'est évident. Pour quelle raison, mais ça n'est pas le pire. Bon, bah, tout simplement, pourquoi? Bah, parce que ça va contre la nature, je veux dire, et même l'ectogénèse sera un moyen de régulation de la population. C'est l'État qui dira, bon, ben, on a besoin de tant de bébés, donc on va développer dans tant d'éprouvettes le nombre de bébés. Et ça se résume très très bien, le sexe, c'est pour la bagatelle, et la procréation, c'est les machines, c'est réservé aux machines. Alors, dans les dénonciations que vous en faites une sur ceux qui combattent le vieillissement. Mais l'immortalité est pourtant un vieux rêve de l'homme. Et après tout, si je pouvais vivre jusqu'à ce que l'âge de Mathusalem, ça ne serait pas plus mal. Oui, alors ça pose bien sûr un problème réel que vous allez comprendre. Actuellement, toutes les années, chaque année, l'homme a son espérance de vie qui augmente de 3 mois. Bon. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans 30 ans ou 40 ans, notre humanité sera une immense maison de retraite. Il n'y aura plus que des vieux. Bon, qui auront 20 ans, 130 ans, 140 ans, voire 150 ans. Et c'est là où les transhumanistes interviennent. Ils disent, bah, bien sûr, c'est une bonne idée de vivre très longtemps, mais on ne va pas pouvoir être juxtaposé sur une terre qui, elle, n'a pas grandi. D'où l'idée, en fait, de transposer les êtres humains dans des machines qui sont des ordinateurs, de manière à les réduire littéralement, et c'était ça le thème du livre L'ultime transgression, c'est la transformation de toute l'humanité en des microprocesseurs. Or, vous savez qu'actuellement, selon la loi de Moore, on divise par 2 la taille des microprocesseurs, ou autrement dit, on augmente leur puissance par 2 tous les ans, et ça se fait de manière exponentielle. C'est-à-dire que d'ici 20 ans, par exemple, la vie entière d'un homme pourra tenir dans l'équivalent d'une épingle de cravate, où on aura la totalité. Il y a déjà des gens qui ont commencé dans ce sens-là, qui recueillent la totalité de leurs informations, de tout ce qu'ils disent, de tout ce qu'ils voient, des lieux où ils vont, etc. Je ne sais d'ailleurs pas à quoi ça va servir. Alors, dans un chapitre dédié à l'ADN, vous parlez d'un petit garçon fabriqué sur mesure, un certain Connor Levy. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Parce que ça paraît de la science-fiction, en fait. C'est un enfant qui a été fait sur mesure par ses parents. Alors voilà. Alors ça, nous sommes dans des réalités qui sont prégnantes. On n'est pas au niveau de la science-fiction. Bon, vous savez très bien qu'avec l'avortement, nous sommes en plein eugénisme. Par les moyens de l'imagerie médicale, radiologique, on voit tout de suite qu'un enfant a une fente palatine, un pied beau, bon, et bien maintenant c'est l'avortement. Donc nous avons accepté par l'avortement cette mentalité eugénique. Nous passons à un stade supérieur qui est celui de la connaissance de l'ADN. Alors l'ADN, pour nos téléspectateurs, je résume ce que c'est, ce sont des chaînes d'acides aminés. Il y a 18 acides aminés dans la nature, il y en a 4 qui forment les chaînes d'ADN. Une chaîne d'ADN dans une cellule que vous ne voyez pas, qui est ici au bout de mon doigt, mesure 3 mètres. Cette chaîne, c'est ces 4 acides aminés. Nous apprenons progressivement
à connaître ces chaînes d'ADN, ce qui permet, comme vous le savez, de retrouver les criminels 30 ans après ou 40 ans après, parce qu'on a retrouvé par les algorithmes d'ailleurs, les chaînes d'ADN permettent de remonter dans le temps, c'est-à-dire de se placer il y a 20 000 ans, 30 000 ans, 40 000 ans. À partir de poussières qui sont trouvées autour des pharaons dans les pyramides. Bon. Or, c'est une Française qui s'appelle Emmanuelle Charpentier, qui travaille à l'université d'Ouméa, qui se trouve en Suède. Et cette personne-là a découvert très astucieusement un morceau de chaîne d'ADN dont on ne connaissait pas l'usage et qui revenait régulièrement. Mais il faut vous dire que l'ADN parlant ou codant que l'on connaît ne représente même pas 5% de l'ensemble de la chaîne d'ADN. Il y a encore tout un monde à découvrir qui se fera progressivement. Donc cette personne-là a récupéré ce petit morceau d'ADN, elle l'a transformé, et elle l'a transformé en un véritable couteau. C'est-à-dire que ça s'appelle les CRISPS, CRISPS-CA9. Bon, ça sert de couteau, c'est-à-dire que ça peut couper une chaîne d'ADN, enlever des éléments de la chaîne d'ADN, les remplacer et mettre autre chose à la place. Bon. Et qu'est-ce que cela donne? Si on met ça sur des embryons, ça donne ce qu'on appelle des mutants. C'est ça le terme exactement, c'est la transformation d'un être humain par mutation de ses chaînes génétiques. Et ce petit Connor Lewis, c'est... Alors, attendez, on y arrive. Hein. Alors, les seuls à avoir... Alors, c'est tout récent. Et les seuls à avoir osé faire ça complètement, ce sont les Chinois qui ont fait des embryons mutants. Et ils n'ont pas osé, devant le Hourvari international, les laisser se développer. Probablement, ça aurait été des monstres, on ne sait pas, ou probablement, ça aurait été des hommes d'une intelligence extraordinaire. Bon. Alors maintenant, on repère l'ensemble des maladies par l'ADN très facilement. Avant, quand les premières chaînes d'ADN, ça coûtait 1,2 milliard de francs à étudier. Bon, quand ça a été découvert, Monod voyait le séquençage en 1965, il voyait le séquençage des chaînes d'ADN pour 2050. Bon. Actuellement, c'est un simple appareil grand comme une machine à café, et ça vous sort les chaînes d'ADN entre 200 et 400 € en Belgique. Bon, et qu'est-ce que vous disent les documents? Ils vous disent, ben écoutez, monsieur, dans votre chaîne d'ADN, on voit une possibilité d'apparition de diabète en telle année, une possibilité d'infarctus en telle année, et on détecte un certain nombre d'affections, et ben, ça coûte 800 €, 900 €, et on est capable actuellement de découvrir, pour un prix raisonnable, 400 maladies différentes. Eh bien, tout simplement, dans le cas de l'enfant Connor Levy, on a supprimé, cette femme, avec son mari, ont fait féconder un ensemble d'ovules, en réalité 13. On a regardé s'il y avait des anomalies génétiques. Il n'y en avait que 3 qui n'avaient aucune anomalie génétique. Sur les 3, on en a implanté 2, ça a raté, le 3e, ça a marché. Et nous avons un enfant qui s'appelle Connor, qui théoriquement est parfait, c'est-à-dire n'a aucune maladie génétique. Et ce garçon, on ne sait pas dans quelles conditions, bien sûr, il va vivre et survivre. Ça, on ne sait pas encore. Il faudra un petit peu de retard pour voir si, effectivement, il n'attrape pas une grippe et puis qu'il n'en meurt pas. Parfait, retour sur le plateau de TV Liberté avec des journalistes pas 100% parfaits. S'agissant de l'intelligence artificielle,
Bon, on avait tous en tête le film de Spielberg, bien sûr. C'est lui qui a révélé cette notion-là au grand public. Et puis aujourd'hui, on a la déclaration de Stephen Hawking qui dit en gros que l'intelligence artificielle pourrait mettra fin à la race humaine. Est-ce que vous partagez ce point de vue? C'est sous les auspices de Stephen Hawking, qui pourtant est un savant darwiniste, hein, que ce livre est placé. Je reprends plusieurs de ses déclarations au sein de ce livre, et je commence par ça, pratiquement, en disant, ben oui, l'intelligence artificielle, à un moment, c'est lui-même qui le dit, deviendra tellement importante qu'elle risque de détruire la race humaine. Il utilise le terme de race, n'en déplaise à M. Hollande, qui dit que les races n'existent pas. Lui a dit peut mettre fin à la race humaine. Mais le terme générique d'intelligence artificielle, c'est quelque chose de très 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 vaste. C'est, bon, par exemple, vous avez des électrocardiogrammes, je ne sais pas si vous avez déjà passé des électrocardiogrammes, vous avez des électrocardiogrammes qui vous font le tracé, qui vous donnent en dessous le diagnostic et qui vous donnent le traitement, auquel vous pouvez inclure votre passé pathologique et d'autres éléments que vous voulez, et qui va vous affiner votre traitement. Et d'ailleurs, le cardiologue, il n'a plus grand-chose à faire dans ces cas-là. Et ça, le pouvoir médical ne se rend pas compte de ça, parce que des choses comme ça, c'est la même chose pour plusieurs spécialités médicales. On vous prend une radio des poumons, eh bien, on va la mettre sur un support et va être confronté à plusieurs centaines de milliers de radios du même type et, qui auront été affinées par les algorithmes, c'est-à-dire des projections dans le futur d'un certain nombre d'éléments qui constitutifs d'un corps de connaissances, vous voyez. Mais est-ce que l'intelligence artificielle peut dépasser l'intelligence humaine? On voit bien qu'aujourd'hui, on n'y est pas. Je veux dire, un ordinateur, face à un ordinateur, c'est l'humain qui gagne. Oui. Est-ce que cette notion-là peut encore évoluer défavorablement en notre défaveur? C'est une question très importante sur laquelle je vais me pencher dans mon prochain ouvrage. Parce qu'il y a certainement plusieurs types d'intelligence qui prennent des formes différentes et je suis sûr virtuellement que si on vous greffe Google dans la tête, vous aurez une infinité de... Non, mais c'est ce qu'on a dit à Spielberg quand il est allé chercher les trucages pour son dernier film Jurassic Park. Il a rencontré des ingénieurs qui lui ont dit « Nous, on va greffer Google dans la tête des gens. » Bon. Et c'est la notion de déshumanisme qui est le H+. Nous sommes des H-. Les H+, c'est l'homme augmenté. C'est l'homme auquel on aura augmenté les capacités. Bon, je vais prendre un exemple très très simple qui va vous aider à comprendre. Vous avez des appareils auditifs, par exemple. Bon, eh bien, dans quelques années, vous allez avoir des appareils auditifs qui vous permettront d'entendre des ultrasons que les chiens entendent, mais que vous, pour l'instant, vous n'entendez pas. Voilà. C'est donc un homme augmenté par les oreilles. Eh bien, tout sera comme ça, la vue sera comme ça. Donc le but, c'est de faire des hommes qui auront des capacités augmentées. Bon, alors, jusqu'où ira leur intelligence? C'est là le problème réel. Ça peut être une bonne chose, par contre. Oui, c'est une bonne chose. Pour l'armée, pour... Oui, mais bien sûr, vous avez des robots dans l'armée, j'en parle, qui sont d'une intelligence tellement extraordinaire que quand ils meurent, les soldats américains les enterrent comme des hommes en leur rendant les armes et en jouant l'hymne américain, tellement ils sont sophistiqués et c'est devenu des camarades de combat auxquels on s'adresse. Hein, ça, c'est déjà comme ça. Alors, mais votre question, pour l'instant, j'espère pouvoir y répondre dans quelques années, jusqu'où ira cette intelligence artificielle? Bon, mais, il ne faut pas oublier qu'actuellement, il y a plusieurs programmes internationaux qui visent à faire des cerveaux artificiels. Alors, le plus connu, c'était celui qui s'appelait Human Brain Project, qui était à Lausanne et qui a été transporté à Genève et qui s'appelle maintenant Blue Brain. Et il s'agit de reconstituer un cerveau artificiel, mais qui sera fait avec des éléments bioniques, si je puis dire, des éléments digitaux. Et la question,
Alors, les Américains ont le même, ça s'appelle Brain tout simplement. IBM en a aussi un autre projet. Bon, mais ces cerveaux artificiels, je veux dire, ils n'ont d'intérêt que si on peut leur donner un surcroît d'intelligence. Je veux dire que entre le capitaine Crochet avec son crochet et maintenant les bouts de bras qui sont commandés par le cerveau, il y a un progrès, il y a une évolution. Donc ce cerveau, eh bien tout simplement, il faudra le faire progresser et ça sera une super intelligence et probablement celui qui en sera le possesseur sera le maître du monde. Et vous parliez de greffer Google dans la tête des gens, justement, vous parlez de Google dans votre chapitre, l'homme bionique, et vous parlez de Google comme une pieuvre planétaire. Alors en quoi cette entreprise vous pose problème à vous ? J'ai esquissé la chose en disant que pour les transhumanistes, le futur n'a pas besoin de nous et le passé n'a pas besoin de nous. Bon. Je ne sais pas si j'ai beaucoup de temps pour... On a quelques minutes. Bon. Quelques minutes. Bien. Il y a une photo qui a circulé. Si vous tapez sur Internet, vous tapez Merkel Naked, N-A-K-E-D. Ça veut dire nu, bon, en anglais. Photo de Madame Merkel avec 2 de ses amis complètement nus. Vous tapez ça, ça a été vu par 9 millions de personnes. Bon. Madame Merkel elle-même... Courageux. Oui. Et Madame Merkel elle-même ignorait cette photo. Elle ignorait cette photo, elle a grossi depuis, moi aussi d'ailleurs. Bon, donc Madame Merkel ignorait cette photo. Bon, on lui avait volé son passé. Et le passé, votre passé, Monsieur Bild, où il est maintenant? Il est dans le big data. Le big data, c'est l'ensemble de toutes les données qui passent par Internet, par Facebook, Alibaba, etc. Tout ça, c'est rassemblé, c'est la grande donnée, et ce big data en connaît plus que vous sur votre passé. Parce que sur les centaines de courriels que vous avez pu envoyer dans votre vie, vous les avez oubliés. Big Data les possède toujours et les possédera toujours. Bon. Maintenant, c'est des données. Ce ne sont que des données. Une donnée, il faut s'en servir pour que ça soit utile. Sinon, c'est un musée. Bon, un musée du souvenir, des cartes postales. Bon. Et c'est là où intervient un holding qui s'appelle Deep Learning. Ça veut dire apprentissage en profondeur. Bon. Ces gens-là, ce Deep Learning, je crois qu'il vient d'être racheté par Google pour 450 millions de dollars. Par comparaison, Peugeot, qui est une entreprise qui date de 120 ans, vaut 120 millions de dollars. Donc c'est une puissance. Ça s'est fait en 5 ans. Et que fait Deep Learning? Il analyse les données. Donc, les données du big data. Donc, si vous cherchez l'influence du bêta de la BD-hydrogénase sur les carboxylases, etc., Big Data, le Deep Learning, en l'espace de quelques secondes, va retrouver toutes les pages qui concernent ce sujet-là. Un homme, pour le faire, il lui faudrait une vie entière. Et Deep Learning a sorti 6 médicaments anticancéreux en même temps, et on a calculé que pour en faire un seul, il aurait fallu qu'un homme prenne 37 années de sa vie et que véritablement il serait mort avant d'arriver au bout de ces 37 années. Donc, Google a rassemblé dans ses mains une puissance qui est bien supérieure à n'importe quel État parce qu'elle possède la totalité du passé et prépare la totalité du futur. Votre trilogie, dont le 3e ouvrage est intitulé, on l'a dit, La fin de l'espèce humaine aux éditions de Chiré. Cette trilogie, elle porte un regard bien sûr très, très hostile au transhumanisme, et quand on lit ces ouvrages, on ne peut que partager ces énormes inquiétudes, ça c'est clair. Néanmoins, est-ce que l'on peut sortir de cela, de tout ce qui est la robotique, la bionique, la biologie, la génétique, etc. Est-ce qu'il y a des choses bonnes
à espérer? Est-ce qu'il y a des nouvelles connaissances qui vont faire du bien à l'homme et qui font déjà du bien à l'homme? C'est ça quand elles sont problème. maîtrisées. Oui, bien sûr. Dans le domaine, par exemple, des anticancéreux, il y a toute une série de... C'est même fabuleux, on n'en revient pas nous-mêmes. Nous, dans le domaine de l'immunologie, par exemple, on vient de mettre au point un anticancéreux qui va être le chef de file, un peu comme la pénicilline l'a été pour les antibiotiques, des traitements anticancéreux. Et ça concerne des cancers généralisés. Vous voyez, ça commence. Vous voyez. Et ça, c'est les bienfaits, si je puis dire, de toute la bionique et toute la recherche informatique. Alors, comme vous dites, avec beaucoup de bon sens, est-ce que ça peut être utile? Oui, ça peut être utile. Mais la question, c'est de voir à long terme jusqu'où cela ira. Or, je passe d'un sujet à un autre, mais qui va vous aider à comprendre. Actuellement, il y a quelques années, les gens de Marseille ont mis au point des microprocesseurs qui sont plus fins qu'un cheveu, qui sont 10 fois plus fins qu'un cheveu. Bon. On utilise ces microprocesseurs pour mettre ça dans la tête des gens qui sont parkinsoniens, par exemple. Et c'est quelque chose de spectaculaire. Vous voyez des gens qui sont comme ça. Et au moment où on allume, on ouvre ces transistors comme on ouvrirait son ordinateur, ces gens-là, d'un seul coup, se relèvent et se mettent à marcher normalement. Alors, on utilise ça, par exemple, dans les acouphènes. Il ne faut pas croire que ça soit quelque chose de très complexe. On imagine un homme sanguinolent dans lequel on met une broche. Pas du tout. C'est fait par les fosses nasales. On fait un trou absolument minuscule à côté duquel une intramusculaire, c'est un tuyau énorme. Et on va mettre par reconnaissance de l'imagerie médicale, cet ensemble à l'endroit où on veut. Or, on a établi une cartographie du cerveau. Il y a le centre du bonheur, il y a le centre de la connaissance de la musique, il y a même le centre qui fait que l'homme, spontanément, croit en Dieu. Voilà. Et on peut implanter ça, mais ça va très loin parce que ça va jusqu'aux dépressions et même jusqu'à la tristesse. Mais il est possible de stimuler ces centres de manière extrêmement simple, de manière presque enfantine, par ce qu'on appelle l'électromagnétisme transcrânien. C'est un simple ruban que l'on met comme ça. On ne sent absolument rien du tout et on peut stimuler ce centre du bonheur. Si vous vous sentez infiniment malheureux, eh bien on va stimuler ce centre du bonheur et on peut vous rendre infiniment heureux. Mais on peut aussi vous faire perdre la foi si on a décidé d'appuyer sur le centre qui permet de croire et de le déprimer en quelque sorte. Alors ça, c'est absolument fabuleux, c'est même incroyable. Alors il a été fait une cartographie depuis longtemps par l'imagerie radiologique médicale. Attention, elle permet de descendre jusqu'au niveau cellulaire. Et il y a 100 milliards de cellules dans le cerveau. Donc elle est capable de descendre jusque-là et d'agir à ce niveau-là. Et ça, c'est un danger extraordinaire pour les hommes, d'autant plus qu'il est possible de capter, par exemple, les pensées des hommes simplement en passant dans une porte. Vous voyez ? Donc plutôt négatif finalement la technologie. Oui, non, mais c'est-à-dire que c'est comme une voiture. Vous comprenez, une voiture, elle peut servir à sauver la vie des gens, elle peut servir à tuer les gens. Ce qui compte, c'est la façon dont on l'utilise et le but dans lequel on l'utilise. Or, le but des transhumanismes, je l'ai fixé dans mes deux précédents livres, c'est-à-dire que l'idée, c'est de numériser votre cerveau et de le mettre dans un ordinateur où il occupera l'équivalent d'une perle absolument minuscule à côté de millions d'autres perles. Et je posais la question de savoir qui tiendra
le manche de la valise avec la totalité des humains réduits à l'homme de micro-ordinateur. Pour l'instant, c'est TV Liberté qui est le meilleur centre de stimulation du bonheur, donc il n'y a pas d'inquiétude. Merci. Je ne dis pas non. D'être venu, vous reviendrez pour le prochain, s'il y en a Eh bien, un. écoutez, volontiers, oui, ou même je suis... Son intelligence artificielle. Merci, Jean-Claude. Eh bien, merci beaucoup. Voilà, merci, au revoir et au revoir aux téléspectateurs.